Bonjour et bienvenue dans notre toute première capsule hors série. Aujourd'hui, on aborde un thème très intéressant, on parle de l'intersection de deux courbes. À la toute fin de notre cours de mathématiques appliquées à l'informatique, on a manqué un tout petit peu de temps, donc je tenais à faire une petite capsule pour revenir là-dessus, pour bien comprendre comment ça fonctionne cette méthode-là, notre méthode du point milieu dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, on se met en contexte. On commence avec l'idée que nous, on va chercher à trouver l'intersection entre deux courbes mathématiques. Je vous rappelle qu'on est en train de chercher à faire des images vectorielles, donc avoir les points d'intersection de nos courbes, ça nous permet de garder la même relation avec les courbes une fois qu'elles sont scalées, une fois qu'elles sont déplacées. Donc l'intersection, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de trouver facilement en mathématiques, ou du moins en informatique. Donc, si on se place dans le contexte mathématique, chercher l'intersection entre deux courbes, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça. On a des méthodes pour aller chercher l'intersection entre deux droites, entre deux paraboles, entre deux fonctions du troisième degré, entre n'importe quel degré polynomial et n'importe quel autre degré polynomial. On a aussi des techniques pour travailler avec des fonctions sinusoïdales, des fonctions logarithmiques, des fonctions de toutes sortes. Le problème avec ces méthodes-là, c'est qu'elles sont toutes différentes, nos méthodes. Donc, on n'a pas de méthode fixe pour tout le monde. Il va toujours falloir qu'on revienne à une méthode différente. Si on se met dans le contexte informatique maintenant, on a tous ces types de courbes-là qu'on rencontre, et là, on est obligé de construire un code pour chaque type de fonction. Donc, nécessairement, ça pourrait être intéressant d'avoir une méthode qui fonctionne pour toutes les fonctions, n'importe quelle fonction en particulier, et qui est générale. Cette méthode-là, nous, on l'a appelée la méthode du point milieu. C'est une méthode mathématique qui est itérative et qui va revenir à chaque fois sur le calcul pour trouver un point d'intersection qui va être plus ou moins bien placé. On va avoir une approximation, ce point d'intersection-là, évidemment, parce que c'est une méthode approximative. Évidemment, cette méthode approximative-là, elle est quand même très efficace. Si on a un intervalle de départ qui n'est pas trop grand, on risque d'avoir une convergence très rapide. On va pouvoir le voir tout à l'heure, on va se rendre compte que la méthode itérative qui coupe un intervalle en deux à chaque nouvelle itération va se rapprocher de plus en plus de notre point d'intersection basé sur des analyses mathématiques qu'on va en faire. Donc, je vous propose qu'on se lance là-dedans, qu'on se donne au moins une idée de qu'est-ce qui va nous permettre d'aller chercher le point milieu, et surtout du principe de base qui est utilisé pour analyser dans notre situation, le principe d'analyse fonctionnelle, qui va nous permettre d'aller chercher vraiment la relation qui existe entre deux fonctions. Donc, on se place en contexte, on a deux courbes mathématiques. Disons que la courbe qui est en espèce de vague, notre courbe sinusoïdale, on l'appelle S de x. Première courbe mathématique qu'on utilise. Et la deuxième, celle qui est plus une parabole, on pourrait l'appeler, disons, R de x. Ces deux noms-là, S et R, ce sont des noms quelconques. Si vous voulez les appeler f de x, g de x, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les appeler fonction 1, fonction 2, il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser un terme qui est différent de S et R, allez-y. Je sais que dans les dernières sections, on parlait souvent de R comme étant le rayon d'un cercle. On avait des paramètres plutôt que d'avoir des fonctions. Donc, c'est sûr que ça peut vous aider de changer les noms de fonctions pour les éloigner. Mais de façon générale, on utilise R de x et S de x. J'utilise la notation fonctionnelle avec les x entre parenthèses pour se rappeler que c'est effectivement des fonctions. Donc, ça peut peut-être vous aider là, à saisir la différence entre les deux. Ensuite de ça, une fois que j'ai identifié mes deux fonctions, je dois me donner un intervalle de départ. Là, ici, ça tombe bien, j'ai l'image initiale, j'ai ma fonction de base. Cette fonction-là, cette esquisse-là, on ne l'a pas toujours, donc choisir l'intervalle de départ, ça va dépendre évidemment de la situation. Si vous voulez être certain d'aller trouver un point d'intersection, vous pouvez prendre un intervalle super grand. Mais si jamais vous cherchez une intersection et que vous voulez voir où est-ce qu'il pourrait y en avoir une, c'est toujours une bonne idée de se faire une esquisse. Donc, on se souvient comment tracer nos fonctions. On a vu ça dans notre premier cours. Donc, on peut aller chercher l'esquisse générale de nos fonctions. Évidemment, si vous faites une esquisse super précise, vous allez trouver votre point d'intersection directement. Donc, si vous êtes capable de tracer les fonctions, ça peut être utile. Sinon, on y va avec notre méthode itérative. Donc, la première chose que je vais faire maintenant que j'ai identifié mes fonctions, c'est d'aller identifier l'intervalle sur lequel je vais travailler. Je vais donner un intervalle qui est large pour commencer. Donc, disons que je pars à 0 et que j'arrive à 8. Mon intervalle couvre les valeurs de 0 à 8. Ensuite de ça, je vais déterminer le point de départ, le point d'arrivée et le milieu de cet intervalle-là. En particulier, le point de départ ici à 0, je pourrais l'appeler départ. Le point d'arrivée à la fin, je pourrais l'appeler
fin. Et le point dans le milieu, qui serait à 4 dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler milieu. À ce moment-là, avec ces 3 points-là, je pourrais aller vérifier ça sur mes fonctions, où est-ce que ça m'amène. Donc, en particulier, à 8, je pourrais me faire une ligne qui va couper jusqu'en haut pour aller chercher exactement toutes les deux fonctions avant 8, où est-ce qu'elles sont. Et à 0, je fais la même chose. Bon, mes lignes ne sont pas exactement droites, mais ça fonctionne quand même. Donc, on voit que la zone qui nous intéresse, c'est la zone ici jusqu'à ici. Ce qui entre les deux, c'est ce qui va nous intéresser. Nous, on voit qu'il y a un point d'intersection entre les deux, donc c'est parfait. On va aussi se tracer notre milieu. Notre milieu, je vais le mettre en pointillé. Juste parce que ce milieu-là, on va voir plus tard qu'il risque de changer, il risque de bouger. Donc, l'idée de notre méthode du point milieu, c'est de séparer l'intervalle en 2 parties. On va traiter une de ces 2 parties-là, puis en particulier, ce qu'on va aller chercher, c'est est-ce qu'on détecte qu'il va y avoir un point d'intersection ici, ou est-ce qu'on détecte qu'il n'y en aura pas. Ce qui va se passer pour aller faire ça, c'est qu'on va aller vérifier la relation entre les 2 fonctions r de x et s de x au début de notre intervalle, au milieu de notre intervalle, puis ça va nous permettre de déterminer une belle chose super intéressante. Donc, ce qu'on va aller vérifier pour commencer, c'est qu'au début, au point de départ, c'est laquelle des 2 fonctions qui est au-dessus. Pour faire ça, mathématiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre la fonction s, l'évaluer au point de départ, lui soustraire la fonction r, évaluée au point de départ, et voir la différence, qu'est-ce que ça nous donne. Le chiffre en soi ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est le signe de cette différence-là. Pourquoi c'est le signe qui nous intéresse? Bien parce que si je prends S de départ moins R de départ, si le résultat est positif, ça voudrait dire que S de départ est plus grand que R de départ. Et ça m'indique que la fonction S est donc au-dessus de R de X. Si c'est plutôt l'inverse, si c'est négatif, ça veut dire que R de départ est plus haut que S de départ, donc que la fonction R est plus grande que la fonction S. Ça m'indique quelle est la fonction qui est au-dessus, en particulier au départ. Je vais faire le même travail par la suite au milieu, donc je vais prendre S de milieu moins R de milieu. Même principe, cette différence-là ici, le chiffre ne nous intéresse pas vraiment, c'est le signe qui nous intéresse. En particulier, si S de milieu moins R de milieu est positif, ça veut dire que S est au-dessus, et si S de milieu moins R de milieu est négatif, c'est R qui est plutôt au-dessus. Donc on va savoir qu'il y a une fonction qui est plus haute que l'autre. Une fois qu'on a ces 2 informations-ci, dans ce cas-ci, dans notre intervalle ici qu'on a fait, si on regarde S de départ moins R de départ, S est au-dessus de R, donc on devrait avoir quelque chose qui est plus grand que 0. C'est quelque chose qui est positif parce que S est au-dessus. Si on voit à milieu, on voit que R est au-dessus de S, donc ça ici, ça devrait être négatif. Et à ce moment-ci, ben je sais qu'au départ, j'avais S qui était au-dessus, au milieu. Il y a eu un changement, c'est R qui est devenu au-dessus. Donc, ce qu'on veut faire avec ça ici, c'est s'intéresser à est-ce qu'on peut voir ce changement-là de dynamique entre les fonctions mathématiquement. Une façon simple de voir le changement de dynamique, ce serait de prendre les 2 résultats qu'on a ici. Donc, S de départ moins R de départ, multiplié par S de milieu moins R de milieu. Pourquoi est-ce qu'on veut les multiplier ensemble ici? Parce que l'effet du changement dynamique va se présenter à nous directement en les multipliant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si S de départ moins R de départ est positif et que S de milieu moins R de milieu est négatif, en les multipliant ensemble, notre résultat va être négatif. Et ça implique qu'il y a eu un changement de grandeur de fonction. Il y en a une des 2 qui est rendue au-dessus, mais qui au départ était en dessous. Regardons l'autre cas de figure. Si S de départ est positif, S de départ moins R de départ est positif, et que S de milieu moins R de milieu est positif aussi, la multiplication va rester positive. Ça, mathématiquement, ça va nous indiquer qu'on n'a effectivement eu aucun changement. Les 2 fonctions sont encore au même endroit. Si on avait S de départ négatif et S de milieu positif, on a un changement encore, ça va donner un chiffre négatif. On va encore être capable de vérifier qu'on a eu un changement de dynamique entre les 2 fonctions.
Ici, c'est plutôt négatif au départ et négatif au milieu. Ben, on a ici la même dynamique. S était en dessous de R au départ et est encore en dessous de R à la fin. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection à cette zone, dans cette zone-là. On n'a pas eu de changement de dynamique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point d'intersection assurément quand il y a eu un changement de fonction qui était au-dessus versus fonction qui était en dessous? Ben, nécessairement, si on a une fonction qui était au-dessus au départ, mais qui est en dessous au milieu, nécessairement, il va y avoir un point où les deux fonctions vont s'être croisées. Pour qu'on change de hauteur, il faut que les deux points, les deux fonctions se soient croisées. C'est impossible que ça ait juste sauté par-dessus. Il n'y a pas de trou comme ça. On n'est pas en 3 dimensions. Donc, en 2 dimensions, c'est certain qu'il y a un point d'intersection si, si une des deux fonctions a augmenté plus haut que l'autre. Donc, si on est capable d'aller chercher cette physique-là ici, point de départ, c'est lequel qui est au-dessus, point de milieu, c'est lequel qui est au-dessus, on va pouvoir vérifier qu'il y a ou non un point d'intersection. En particulier ici, on a déterminé que les deux sont de signe opposé, donc il devrait y avoir un point d'intersection. Visuellement, je le vois, j'en ai un point d'intersection, il est ici. Donc je sais que j'ai raison de penser qu'il y a un point d'intersection dans cette zone-là. En d'autres termes, si je prends la différence au départ fois la différence au milieu, et que ce résultat-là est négatif, je devrais me ramasser avec un point d'intersection dans la zone que j'analyse. Cette zone-là, c'est la zone de départ à milieu. Donc, moi, ce que je vais faire à partir de là, c'est reconstruire mon intervalle d'intérêt et je vais juste oublier la partie qui était après le point de milieu de mon début. Parce que dans cette zone-là, ça ne m'intéresse pas. Je sais que mon point d'intersection, il est du côté gauche, donc je vais aller du côté gauche. Ce que je vais faire, c'est rétablir mon milieu comme étant la fin et retrouver le nouveau milieu à partir de ces nouvelles valeurs-là. Donc, ma ligne à 4, elle devient pleine. Tout ce qui est après, ça ne m'intéresse plus. Et je me fais une ligne à 2. Pour aller construire mon nouvel intervalle. Je vais refaire le même intérêt ici. la même analyse du moins. Donc, je vais aller chercher notamment au départ, c'est laquelle des deux fonctions qui est au-dessus. Au milieu, c'est laquelle des deux fonctions qui est au-dessus. Et là, on va se rendre compte de quelque chose d'intéressant. Donc, si je m'en vais au départ, je me rends compte que S de départ moins R de départ, ici, S est encore en haut, c'est le même point. Donc, ça reste positif. Mais là, mon point milieu, on a tellement reculé qu'on est encore dans la situation où S est au-dessus de R. Donc, ça ici, ça devient positif dans mon exemple. Donc, comme c'est positif, en multipliant les deux ensemble, quelque chose de positif fois quelque chose de positif, ça reste positif. Mathématiquement, ça m'indique que ici, il n'y a pas eu de changement dynamique. La fonction S est restée au-dessus de la fonction R tout le long. Donc, s'il y avait un point d'intersection entre 0 et 4, ce point-là ne sera pas entre 0 et 2, il va plutôt être entre 2 et 4. Donc, comme je me rends compte que la différence entre les deux est positive à la toute fin, je peux oublier la partie de gauche et me concentrer seulement sur la partie de droite. Ce qui veut dire que je vais encore reformuler mon intervalle, je vais couper tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qu'il y a avant mon milieu. Et mon milieu va devenir mon nouveau départ. Je vais réécrire en plus petit pour qu'on ait de la place. Et à ce moment-là, ben, le milieu de ce nouvel intervalle-là devient 3. Je fais encore le même principe. Ma ligne du milieu devient pleine. Le reste devient en pointillé. Et je refais encore l'exercice. Intervalle de gauche, je vais avoir encore une fois, je vais avoir encore une fois la même dynamique. Ce sera positif au départ, positif au milieu. Donc, il n'y a pas de changement. On va restreindre encore notre intervalle, restreindre, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver dans l'intervalle 3-4 le point qui est au milieu, qui est environ à 3.5 ici. Donc, en particulier, notre point milieu, on remarque que ça va être une méthode itérative qui va refaire toujours la même vérification. On va prendre un intervalle au départ. On va aller voir sa première moitié. Sa première moitié, si elle contient un point d'intersection, on va le vérifier mathématiquement avec de l'analyse fonctionnelle. Si ça contient un point d'intersection, on oublie la partie de droite et on garde seulement la partie de gauche. On refait un nouvel intervalle ici, on refait le même principe et on continue jusqu'à ce qu'on ait trouvé la zone. Si jamais notre zone ne contient pas de point d'intersection selon nos résultats mathématiques,
c'est la zone de départ qu'on oublie et on prend la deuxième zone. C'est exactement ce qui est arrivé à notre troisième itération ici. On s'est restreint à 2, 4 plutôt. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, entre 2 et 4, je vais enlever la première partie, je vais me déplacer, etc., jusqu'à ce que j'ai fait suffisamment d'itérations. Maintenant, ce suffisamment d'itérations-là, il est déterminé comment? Ben, le suffisamment d'intersection, il est déterminé par la précision qu'on souhaite avoir. Ici, si j'avais fait une seule intersection ou une seule itération, j'aurais pas réussi à trouver mon point d'intersection, je serais arrivé un peu n'importe où. En faisant 2 itérations, j'aurais déjà été un petit peu plus proche, pas parfait. En faisant 3, je me rapproche encore un petit peu. En faisant 4, je pourrais me coller de plus en plus sur mon point milieu. Donc en particulier, la précision qu'on souhaite avoir pour notre approximation du point d'intersection va déterminer le nombre d'itérations qu'on veut faire. En particulier, ici, j'ai pris un intervalle qui avait 8 de long. Donc 8 de long, c'est très grand. Mais j'ai coupé de 2 au début pour avoir un intervalle de 4, de 2 encore pour avoir un intervalle de 2, et là, normalement, je devrais couper encore pour en avoir un intervalle de 1. Donc, plus on va couper notre intervalle, plus cet intervalle-là va être petit, et plus on va avoir de chances de tomber sur la bonne valeur, évidemment. C'est pour ça que cette fonction-là, cette méthode-là, elle est relativement rapide. Elle converge assez rapidement vers notre point d'intérêt, sans être excessivement rapide. Là, ça n'arrivera pas en une ou deux itérations, à moins qu'on soit super chanceux, mais on devrait se rapprocher à chaque itération. On a maintenant tout ce qu'il faut pour établir notre pseudocode, ce qui pourrait faire informatiquement le travail de la méthode du point milieu. Donc, pour commencer, on déclare notre fonction point milieu, et cette fonction-là va prendre en charge 5 paramètres. Pour commencer, on va avoir R, qui va être exactement la fonction mathématique R. On va avoir S, qui va être la fonction mathématique S. On va avoir A qui va être le départ de notre intervalle, B qui va être la fin de notre intervalle, et N qui va être le nombre d'itérations qu'on veut faire à notre code pour avoir une précision plus grande ou moins grande selon ce qui nous convient. Donc une fois qu'on commence notre fonction, on va déclarer nos variables intéressantes. Donc dans notre fonction, on va avoir la variable départ. Cette départ-là, ce sera tout simplement le point de départ de l'intervalle. Donc on ajoute départ égale à A. On va avoir le point de fin qui va être la fin de l'intervalle, donc B directement, et le point de milieu, qui est le milieu entre les deux. Mathématiquement, pour trouver un point milieu, on prend le départ plus la fin divisé par 2, donc A plus B divisé par 2. Par la suite, on rentre dans la boucle qui va faire nos n itérations, donc pour i allant de 1 jusqu'à n, on va faire le code suivant. En particulier, on va aller faire notre analyse fonctionnelle qu'on s'était donnée. Donc on va aller vérifier au départ quelle fonction est au-dessus, au milieu quelle fonction est au-dessus, et on vérifie en les multipliant ensemble s'il y a eu un changement dans les deux fonctions. Donc est-ce que les fonctions ont changé de dynamique? Est-ce qu'il y en a une qui est allée au-dessus de l'autre avant la fin de notre intervalle? Si ce calcul-là est plus petit que 0, on a déterminé tantôt que ça voulait dire qu'on a effectivement eu un changement dynamique, donc que la fonction S est passée au-dessus de la fonction R, ou vice-versa. Donc, si ça a opéré, ça veut dire que dans la zone qu'on a analysée, de départ à milieu, on contient le point d'intersection. Donc, si c'est le cas, tout ce qui est après le milieu, on s'en fout. Donc, on va couper notre fin à milieu à la place pour rétrécir l'intervalle d'une demi. Si jamais notre calcul est plutôt plus grand que 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement dynamique entre S et R, donc on peut dire que la partie du départ, celle qu'on analysait, ne contient pas d'intersection. On va plutôt se déplacer dans la deuxième. Pour faire ça, on va rétrécir du côté de notre départ, donc notre départ va être ajouté au milieu, et de cette façon-là, on va recommencer du côté droit de l'intervalle initial. Si jamais ces deux conditions-là ne sont pas remplies, donc en particulier qu'on n'est pas plus petit que 0 et on n'est pas plus grand que 0, la seule option qu'on a, c'est qu'on est égal à 0. Donc, égal à 0, ça veut dire qu'il y a en quelque part une de ces deux variables-là qui est égale à 0. Donc, peut-être qu'au départ, S et R sont exactement la même fonction. Peut-être qu'au milieu, S et R sont exactement la même valeur aussi. Donc, s'il y en a un des deux qui vaut 0, ça veut dire qu'il y a une des deux places où on a un point d'intersection. Nous, par convention, on va assumer que c'est le point du milieu qui est notre point d'intersection. Donc, si jamais on a un égal à 0, on va sortir de la boucle et on va afficher que notre intersection est à milieu, R de milieu. Donc, on prend le point milieu où on a eu un 0 et on multiplie, on calcule avec la fonction R. Ça pourrait arriver que ce soit au départ qu'il y avait un point d'intersection. Idéalement, on choisit un point de départ qui n'est pas déjà un point d'intersection, mais ça peut arriver si on est malchanceux.
Donc évidemment, dans ce cas-ci, si on sort tout de suite à cette première itération-là, ça veut dire qu'on est malchanceux, on est tombé sur un point d'intersection peut-être dès le départ. On va avoir quelques cas où notre approximation va être très 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 faible, mais la plupart du temps, ça devrait être correct comme approximation. On devrait être correct avec le milieu plutôt que le départ. Mais ceci étant dit, une fois qu'on a vérifié ces trois conditions-là pour notre si, on peut finir notre si et aller réétablir le nouveau point milieu. Donc si notamment on est rentré dans le premier si, notre fin est rendue au milieu, donc on a rétréci vers la gauche, on va retrouver le point qui est dans le milieu ici. Donc on va prendre le départ plus la nouvelle fin divisé par 2, ça devrait nous donner notre milieu. Si on était dans la deuxième situation, c'est notre départ qui va avoir changé. Donc on va avoir nouveau départ plus l'ancienne fin divisé par 2 qui va nous donner notre nouveau milieu. Une fois que c'est fait, on a une itération de la boucle de fait, donc on va refaire cette itération-là jusqu'à ce qu'on ait atteint n. Et à la toute fin, on va sortir en affichant le point milieu qu'on vient de calculer et la valeur de la fonction R évaluée à ce point milieu-là. Donc notre approximation, ce sera le milieu d'un intervalle. Cet intervalle-là va être de plus en plus proche de notre point d'intersection et nous, avec le nombre d'itérations qu'on va avoir faites, ça devrait nous donner une valeur qui est plutôt proche. On va voir dans des exemples tantôt, on peut être aussi proche que 1/100 de notre vraie valeur. Donc on va essayer de faire ça dans un vrai contexte. Donc on va appliquer les itérations sur deux fonctions mathématiques précises.